Bon, bonjour à tous pour ce nouveau Wake Up Café, donc, le rendez-vous des passionnés du product management. Aujourd'hui, on va parler de biais cognitifs avec Charles, qui est parmi nous. Donc, peut-être que dans un premier temps, Charles, tu peux te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors bonjour à tous d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, Charles, je suis sans doute un des plus vieux de OnePoint. Je ne devrais pas commencer comme ça, mais c'est juste pour dire qu'en fait, j'ai découvert l'agilité en 2001. Et en 2001, je l'ai utilisé sans vraiment être agiliste officiel. Et d'ailleurs, à l'époque, ça se faisait pas trop, c'était presque honteux. Et les années sont passées. Et en 2009, l'agilité a commencé à vraiment percer en France. Et comme j'aimais vraiment bien le concept, aussi bien dans le mindset que dans les pratiques, que je pratiquais déjà dans mes projets, eh bien, j'ai décidé à ce moment-là de devenir un agiliste quasiment à plein temps. J'étais quand même rattrapé un peu par le côté architecture. Donc, je faisais allez, 75-25 et puis peu à peu, de plus en plus agiliste. Et en 2013, je découvre le framework SAFe d'agilité à l'échelle, qui couvre un peu toutes les thématiques, y compris l'architecture, le management, agile et tout ce qu'on va avec. Et c'est là que je trouve à nouveau une nouvelle voie. Et en 2017, la Villani me dit venez prendre un café. On m'a parlé de vous à Pôle emploi. Enfin, je parlais avec le responsable méthode. Et quand je suis arrivé, David m'a proposé un café. Et derrière, la discussion a été étrangement orientée vers vite autre chose. Et je suis rentré chez OnePoint l'été qui a suivi. C'était en mai. Et donc, la mission, il m'a dit votre mission, si vous l'acceptez, c'est de propager Safe à l'ensemble, enfin, propager au maximum le framework safe, l'agilité à l'échelle, le framework et surtout le mindset d'agilité. Voilà, faire partie de ceux qui le propageront. Et effectivement, c'est ce que j'essaye de faire depuis 2017. Et ça se passe pas trop mal. Je vois qu'il y a Hervé Mankoto qui est là, qui est connecté, qui fait partie de ceux qui sont montés, qui est aujourd'hui formateur certifié sur Safe. Donc voilà, il y en a, on est une dizaine aujourd'hui à essayer de monter un petit LACE, donc un petit centre d'expertise. Et donc, parmi les choses, puisque Safe touche un peu à tout, il y a la notion de mindset, le mindset agile, et puis il y a aussi la notion de pilotage par la valeur. Et comme vous le savez, le product management à la Safe a des spécificités, notamment il y a la notion de pilotage par la valeur est très importante, ce qui amène Safe à poser beaucoup de questions sur non seulement piloter par la valeur, mais aussi prendre les bonnes décisions. Et qui dit prendre des bonnes décisions dit ne pas se tromper dans ses décisions et donc ne pas être mal influencé, notamment par des petites erreurs qu'on peut commettre sans même s'en apercevoir, qui va être le sujet de ce matin, les biais cognitifs. Merci du coup pour cette présentation. Donc, le petit challenge pour Charles aujourd'hui, parce que comme vous l'avez vu, voilà, Charles est formateur. Il, il aime bien parler et il va devoir nous parler de biais cognitifs en moins d'une demi-heure. Donc, c'est un petit challenge. Et donc, en préparant ce café, on a pris un parti pris avec Charles, c'est que on va vous expliquer enfin, il va vous expliquer dans un premier temps ce qu'est un biais cognitif, et après on va zoomer, mais sur quelques biais cognitifs qu'on a choisis et qui sont à même de plus vous impacter en tant que PO, PM. Donc voilà, un parti pris parce qu'on ne peut pas tous les évoquer, parce que ça fait l'objet de formations quasiment dédiées sur le sujet. Voilà, Et il y en aurait enfin, pour des heures, hein. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, je t'en prie, termine, excuse-moi. Non, et je disais, enfin, on verra, on essaiera de voir dans une dernière partie comment s'en prémunir et encore comment les utiliser. Mais voilà, donc durant tout ce café, la parole est libre. N'hésitez pas à rebondir, poser des questions ou nous faire part de vos expériences en la matière. Merci beaucoup. Eh ben, on va attaquer. Donc, on va essayer de terminer en se posant la question, quelles sont un petit peu les techniques pour les éviter? On va voir que c'est très, très dur d'éviter tout seul. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est une déviation de la pensée logique. Et quelque part, on prend des mauvaises décisions. Donc, quelque part, le biais cognitif, c'est une optimisation du cerveau due à l'évolution. Beaucoup de gens croient que c'est une déformation ou que c'est une altération du cerveau. C'est faux. C'est le cerveau qui s'optimise avec les besoins inhérents à l'évolution. Mais du coup, des fois, de façon rapide et intuitive, on porte des jugements. Sauf que, parce que si on faisait un raisonnement analytique avec toutes les informations, très souvent, bah, on prendrait trop de temps. Donc, c'est très utile, par exemple, cette optimisation du cerveau quand on joue aux échecs, parce que les champions, contrairement à des gens qui sont forts mais moins champions,
ils n'évaluent pas toutes les possibilités avant de tirer leur coup. Hein, quand on essaie de mettre en intelligence artificielle l'échec, on évalue toutes les possibilités. Et chaque possibilité derrière, il y a 20, à chacun des 20 coups possibles, il y a encore 20 coups. Et puis la machine, elle a le temps d'analyser toutes les possibilités, mettre un score et puis de dire je prends la meilleure. Un être humain ne peut pas. Et un champion, il va aller très très vite parce qu'il va d'emblée écarter les mauvaises possibilités. Donc il y a un côté optimisation du cerveau, mais des fois, il y a un gros problème, c'est que on va faire certaines erreurs typiques. Et le côté, il y a deux choses à retenir premièrement, c'est que un, c'est pas conscient. Et vous voyez en bas, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky qui ont été deux en fait experts donc de ce qu'on appelle la psychologie économique ou l'économie psychologique, peu importe, mais en tout cas, c'est la fusion de deux disciplines qui sont l'économie et la psychologie. Et donc, ils ont eu le prix Nobel, non pas pour dire que l'erreur est humaine, parce qu'on fait tous des erreurs et on sait bien que l'erreur est humaine, ça fait des millénaires qu'on le sait. Ce qu'ils ont dit, c'est que le biais cognitif, non seulement c'est quelque chose qui est généralisé, personne n'est épargné. Secondo, c'est systématique. Troisièmement, c'est inconscient au moment où on le sait. Et on va voir encore pire, c'est qu'au moment où on a le biais cognitif, on a beau savoir que ce biais cognitif existe, on peut quand même faire l'erreur. Ce qui est absolument fascinant. Et ça, je vous raconterai que c'est du vécu. Alors, globalement, on va des fois, des faits de même nature peuvent être complètement repérés de façon fondamentalement différente. Et ça, c'est des choses, c'est selon la présentation, selon la perception qu'on va avoir, on a la même décision à prendre et on ne va pas prendre la même décision uniquement parce qu'on nous l'a présenté différemment. Par exemple, je ne veux pas prendre trop d'exemples parce que les exemples sont très intéressants et riches, mais nous amèneraient vite à épuiser tout le temps qui nous est imparti. Donc, je vais passer vite sur les exemples. Mais en tout cas, c'est pas conscient. Première chose vraiment qu'il faudra retenir, on va faire l'erreur de façon inconsciente. Deuxième chose, eh bien, ce sont des raccourcis qu'on prend. On appelle ça des heuristiques. Et ça permet de porter un jugement plus rapide. Et il n'y a pas de honte à avoir des biais cognitifs parce que les plus grands tombent dedans. On va voir rapidement tout à l'heure que dans la crise du Covid, ben the brightest, les plus grands et les plus brillants en Amérique se sont plantés de façon magistrale. Et ça, c'est assez intéressant parce que personne ne peut dire « moi, je suis à l'abri ». Pour se mettre à l'abri, il va falloir peut-être trouver des astuces et on va voir essayer peut-être quelle astuce un product manager ou un product owner peut avoir dans le cadre de son métier. Alors, le biais cognitif qui est sans doute le plus puissant et le plus redoutable, c'est celui qu'on appelle le biais des coûts récupérables, qui va directement concerner en fait le product manager dans sa vie, puisque cette notion de sunk cost, si vous avez fait la formation SAFE avec Hervé, ou avec moi, ou avec Mohamed, peu importe, vous avez certainement entendu parler de cette notion de sunk cost dans un des slides. C'est écrit noir sur blanc et c'est sur le site. C'est quoi les coûts irrécupérables? Eh bien, en fait, c'est un biais cognitif qui fait que lorsque vous avez fait une erreur, pardon, un investissement un peu lourd sur quelque chose, même si vous apercevez que l'investissement était stupide, vous allez être influencé par ce que vous avez investi pour prendre une mauvaise décision. On appelle ça l'effet Concorde dans beaucoup, donc Concorde fallacy dans la littérature, parce que c'était justement l'erreur du Concorde. En gros, on avait dépensé quasiment 90% du budget du Concorde quand on a su, au bout de 90% de la dépense, que le projet ne serait jamais rentable. Et les 10% qui restaient étaient quand même quelque chose d'assez colossal. Et bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, on a voulu terminer le projet, on a été très influencé. Et cette notion de coût irrécupérable qui influence la persévérance, ça, c'est un biais cognitif redoutable qui fait prendre beaucoup de mauvaises décisions. Et dans le Ding Lefinoy, l'auteur de SEF le connaît très bien puisqu'il en parle. Et il dit attention, product owner, prends des décisions de façon économique et objective et ne te laisse pas influencer par ce biais. Ce biais cognitif, alors, il a été mis en évidence par beaucoup d'expériences. Et parmi les expériences très intéressantes, si par exemple, vous avez payé un week-end, on va dire, peu importe, en Auvergne, et puis le même week-end, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous propose un autre week-end chez lui, mais alors un truc super chouette, et vous savez quand là, ce week-end, manque de peau en Auvergne, il va pleuvoir, vous aviez prévu de justement faire une belle balade, et vous savez que le week-end est complètement gâché, mais le fait que vous ayez payé le week-end va faire que vous risquez de prendre la décision d'aller en Auvergne quand même.
Et à la fin, bah, c'était nul, effectivement. Il pleuvait, il faisait mauvais temps. Personne n'est venu de tous les amis qui devaient y aller, parce qu'eux n'ont pas pris, comme par hasard, la mauvaise décision. Mais vous l'avez prise parce que bah, vous avez été influencé par le fait que vous avez payé. Alors, évidemment, l'aversion à la perte peut être, qui est quand même dans la nature humaine, il ne faut pas gâcher, on a été éduqué comme ça. Bah, on pourrait croire que c'est ça l'essentiellement. Mais en réalité, il y a un autre facteur chez l'humain qui influence ce biais cognitif, qui est l'aversion à l'idée de se remettre en cause. C'est ce qu'on appelle ne pas perdre la face. Et en réalité, on a fait le test. Vous voyez en haut à gauche, donc j'ai pris ces petits dessins chez mon ami David Loapre, qui est un des grands intervenants scientifiques sur le web. Vous verrez, il traite très très bien le sujet. Il donne plein d'exemples de biais cognitifs. Et globalement, on a pris deux projets, projet A, projet B. Et dans le projet A, on a investi, puis on se rend compte que on arrête tout, puis après on donne des nouvelles données, où on voit que le projet B, dans les nouvelles données, après l'arrêt du projet A, est beaucoup plus rentable que le projet A est beaucoup moins rentable que le projet B. Et la plupart des gens à qui on pose la question, bah, finalement, il y a tant d'argent qui a été investi dans le projet A, il vous reste 20 millions. Comment vous répartissez les 20 millions restants? Et on voit qu'il y a quand même le fait que quelqu'un ait investi dans le projet A avant nous. On a mis 9 millions sur la table alors que le projet, il est vraiment pas bon. Et que les gens à qui on a posé le même problème, mais sans dire qu'on a investi sur A, ils ont quasiment rien mis sur A, ils ont mis les 20 millions sur B. Donc on met les 20 millions sur B en temps normal quand on n'a rien investi sur A. Mais le fait d'avoir investi sur A alors qu'on s'est planté sur A fait que quand on doit réinvestir après, on met sur A parce que on est influencé par l'argent déjà investi et on se dit peut-être que même que ça va bien sortir. Et ce qui est redoutable, c'est que lorsqu'on est soi-même la personne qui a investi sur A, on va mettre jusqu'à 13 millions. Donc ça, c'est assez redoutable. Ça veut dire qu'on est influencé par la persévérance de l'investissement initial et on prend la mauvaise décision à cause de ça. Et ce n'est pas l'addition qu'on aurait prise si on n'avait pas déjà investi avec des données objectives. Donc du coup, ça, c'est un exemple de ce biais cognitif assez redoutable. Le biais dit des coûts irrécupérables. En bas à Charles, gauche, il paraît que, enfin, tu nous racontais l'autre jour en formation que tu as beau le connaître, tu étais tombé dedans personnellement aussi, hein. alors je vais vous le raconter à niveau personnel. Je vais d'abord le raconter avec des étudiants. Alors, en bas à gauche, vous voyez un autre biais, une autre expérience. Vous avez deux week-ends. Un, on va dire, il va faire, enfin, vous prenez deux week-ends, un à 100 $, à 50 $, et dans deux endroits différents. En haut, vous voyez le week-end à 100 $, en bas, celui à 50 $, et vient le week-end de celui à 100 $. Mais manque de peau, vous regardez que celui à 50 $, c'est le même week-end où vous êtes planté dans la réservation. Et donc, vous avez le choix entre celui à 100 $, celui à 50 $. Allez-vous, il y a un truc un peu étonnant, c'est que celui à 50 $, tout le monde est content, 3 étoiles, et celui à 100 $, une étoile. Mais c'est pas tout. Il fait mauvais à celui à 100 $, et il fait beau à celui à 50 $. Alors, sachez que la majorité des gens préfèrent celui à 100 $, bien qu'il va faire mauvais temps et qu'il n'a qu'une étoile. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ait déjà mis 100 $ dessus, on se dit, bah, faut pas aller vers celui à 50 $, sinon on gâche 100 $. Or, pourtant, c'est un peu idiot, parce que les 150 $ sont déjà dépensés, et maintenant, j'ai le choix entre un bon week-end et un mauvais week-end. Et pour ne pas avoir l'impression qu'on s'est trop planté avec celui de 100 $, on va à celui de 100 $, ce qui est assez fascinant. Et là où c'est très étonnant, c'est que bien que les étudiants, on va dire, en psychologie, qui étudient ce biais cognitif, ou en économie, qui étudient ce biais cognitif, parce que le biais cognitif est très largement connu par les économistes, et d'ailleurs on s'en sert parfois pour rouler les gens, autant que vous le sachiez, eh bien, il y a même les étudiants en psychologie économique qui ont passé le test, et on voit que, alors que 100% d'étudiants connaissaient, il y a quand même plus d'un tiers d'étudiants qui tombent dans le dedans. 36%, 32%, 33%, ce sont les étudiants qui sont au courant du biais cognitif qui tombent dedans. Intéressant, c'est que ceux qui sont en psychologie économique sont un petit peu plus performants quand même que les autres. Ceux qui sont en économie sont quand même, voilà, il y a un tiers qui se plante, et ceux qui sont en psychologie tombent encore plus dedans. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est qu'on a beau connaître ce biais cognitif et on tombe dedans. Et effectivement, comme tu l'as dit, alors que j'enseigne ce biais cognitif et que j'explique comment s'en prémunir,
Ben, un jour, sous une autre forme, il m'est arrivé. J'étais en train donc de me garer dans une petite place qui était cric-crac, et c'était la place de ma voiture, en gros la taille de ma voiture plus 20 centimètres. Et j'ai mis 4 minutes avant d'arriver à garer la moitié de ma voiture. C'est-à-dire qu'en gros, je me garais angle après angle, enfin je reculais, je ravançais, je reculais, je ravançais, et en jouant sur les angles, au bout de 4 minutes, il y a la moitié de ma voiture qui a réussi à être garée en largeur. Il me fallait encore peut-être 1 minute avant de pouvoir terminer de la garer de façon acceptable, et moins acceptable que ce que j'aurais voulu. Et puis tout d'un coup, une super place, alors là, largement, se libère devant moi. Et chose un peu étonnante, pour sortir d'une place un peu pourrie, c'est plus facile que de se garer. Et en gros, en moins d'une minute, je pouvais sortir et prendre la bonne place, ou bien je me retapais 4 minutes. Et mon réflexe a été de dire, j'ai pas investi 4 minutes à essayer de me garer pour des prunes, je vais quand même essayer de me garer bien dans cette place. J'ai pas perdu 4 minutes pour rien. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bien que je connaissais très bien ce biais cognitif et que j'étais en train de tomber dedans. Et heureusement, donc, j'ai eu le réflexe de dire, ah non, 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 pas question. Mais j'ai vu qu'à ce moment-là, on peut tomber dans ce biais cognitif, même quand on le connaît parfaitement. Et ça, c'est fascinant. Ce biais cognitif va faire prendre beaucoup de mauvaises décisions économiques. Et globalement, bah, on s'en sert beaucoup pour réussir à rouler les gens. Je vous laisse lire les ouvrages qui parlent de ça. Il y en a un qui est très sympathique, c'est que je vous conseille, c'est Petit guide de manipulation à l'usage des honnêtes gens. En gros, c'est pour les gens honnêtes comme nous qui nous faisons régulièrement rouler grâce à l'usage que font les marketeurs de nos biais cognitifs. Donc, ce biais cognitif est utilisé, et globalement, on donne beaucoup d'exemples de comment on peut persévérer dans une mauvaise décision. Alors, ça peut être une perte de temps. Ça fait 1 heure qu'on attend le bus. Voilà, moi c'est une perte d'énergie. Ça fait 1 heure qu'on attend le bus et on se dit, bon, ben, il va bien finir par arriver. Et on persévère alors que, en temps normal, si on avait eu l'information, alors au bout d'1 heure, hein, quelqu'un vient nous dire, vous savez, il y a des fortes chances pour que le bus ne vienne pas ce soir. Eh bien, l'expérience prouve que si j'ai attendu 1 heure avant, je vais persévérer, alors que si je n'ai pas attendu 1 heure avant, la simple information de savoir que je risque d'attendre pour rien me fait rentrer chez moi à pied tout de suite. Et là, après avoir attendu 1 heure, on se dit, non, non, attends, il y a quand même bien des chances pour qu'ils viennent quand même, il y a quand même une petite chance. Eh bien, les gens persévèrent quand ils ont investi du temps. Et la guerre du Vietnam a été analysée. Pourquoi est-ce qu'on a continué à un moment où il était évident qu'il ne fallait pas continuer? Beaucoup de gens disent que c'est parce que la guerre du Vietnam était une guerre dans laquelle on a eu tellement de morts que si on ne peut pas s'arrêter maintenant, ça serait avoir eu tous ces morts pour rien. Et c'est assez fascinant parce que ces morts n'allaient pas revivre, et évidemment ces morts étaient déjà morts, et bah, les décideurs ont dit, on va pas, tous ces morts ne sont pas morts pour rien, donc on persévère, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Et ce biais cognitif, il est systématique. Alors, il y a un professeur à HEC qui s'appelle Olivier Sibony qui a fait toute une analyse des erreurs de la crise du Covid par le biais par justement à la lumière des biais cognitifs. Et il a tout simplement analysé avec tout un ensemble de biais cognitifs. Voilà toutes les erreurs qui ont été faites. Je retiens juste ceux qui sont inhérents à un métier de product owner. Alors, il y a un premier biais cognitif très étonnant, c'est que le 17 mars 2020, au début de la crise, on demande aux plus brillants scientifiques sur le sujet, hein, donc des épidémiologistes et des gens brillants sur le sujet, d'après vous, on va avoir combien de morts d'ici 12 jours? Ils ont fait des précisions, ils ont donné des précisions énormes, et comme par hasard, ces précisions, attendez, excusez-moi, j'ai un peu de choses important, je vais vous prendre en 2 secondes. Allô? Allô? Oui, Nathalie, je suis en pleine formation, c'est moi qui parle. Il y a, il y a rien de grave? Merci. Merci, Les merci. aléas du direct. Excusez-moi. Alors, je reprends. Donc, je disais que globalement, on a demandé à ces scientifiques à combien. Ils ont tous donné des chiffres extrêmement précis. Et le plus précis de ces chiffres était un facteur 7 en dessous de la réalité. Et là, on a un premier biais cognitif très connu par Mike Cohn, l'excès de confiance. On a tous un excès de confiance en nous-mêmes. Vous demandez à la plupart des gens, penses-tu être un meilleur conducteur que les autres? Ils vont vous dire à 80%, je suis au-dessus de la moyenne. Vous demandez aux gens, tout ça, c'est des expériences.
Vous demandez aux gens est-ce que tu es un meilleur professeur que les autres, 80% des profs s'estiment au-dessus de la moyenne. Vous demandez aux gens s'ils vont réussir leur mariage le jour de leur mariage, 100% répondent oui, bien sûr, et même ceux pour qui c'est le deuxième ou le troisième mariage. On a ce qu'on appelle l'excès de confiance et l'illusion de connaissance qui vont être ensemble. Et en plus, on va non seulement surestimer notre capacité à prévoir l'avenir, et en plus, on est précis. Et ça, évidemment, vous allez le voir quand on fait des plannings poker, il y a des gens qui vont rester 1 heure pour chiffrer une user story, alors que et ils vont être le plus précis possible, alors qu'on sait très bien qu'on a 25% de chance, on a 25% d'écart par rapport à la réalité. Et on dit, loi de Pareto, 20% de l'effort va te donner un chiffre acceptable de 25% d'écart, et si tu mets 80% d'effort, tu vas rester loin. Et cette illusion de croire qu'on va être précis en investissant plus, avec un excès de confiance sur la précision, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'excès de confiance sur la précision. Ce qu'on appelle le biais de surprécision. Il y a un autre biais qui est le biais d'imitation. Donc pendant la crise du Covid, on s'est dit, bah, si tout le monde, c'était la veille de l'annonce qu'on est dans une situation critique, et non, pardon, la veille de l'annonce du confinement, et on était déjà annoncé, on est dans une situation critique. Et chose intéressante, c'est que le parc était peuplé le matin, bon, ça c'est un premier biais cognitif, mais beaucoup de gens ont été en disant, bah, si tout le monde y va, c'est que ça ne doit pas être grave. On appelle ça le biais d'imitation. On pense tendance à agir comme tout le monde. Hein. Et ça, cette notion-là, le biais d'imitation, va être un des biais qui est aussi appelé l'effet de groupe. Dans un effet de groupe, on peut se planter. Et ça, je vous laisse imaginer toutes les situations où dans notre boulot, l'effet de groupe peut nous amener à ne pas faire preuve de ce qu'on appelle en agilité la rébellion constructive. En agilité, une des caractéristiques du mindset agile, c'est avoir ce qu'on appelle la rébellion constructive, pouvoir aller à contre-courant, mais de façon constructive. Et c'est tout de suite quelque chose qui va être difficile à avoir à cause de ce biais d'imitation. Autre point, autre biais cognitif très fort qui va nous plomber un peu, l'illusion de focalisation. C'est-à-dire que, en gros, Kahneman, qui est donc le prix Nobel sur les biais cognitifs, il dit rien n'est aussi important à ce qu'on pense au moment où on y pense. Et en fait, cette notion d'illusion de focalisation, ce biais de focalisation, il va être responsable d'une erreur d'un product owner, c'est qu'il va tout de suite penser que ses features à lui, ses fonctionnalités à lui, sont certainement plus importantes que celles du copain. Alors Hervé qui est là pourra témoigner que quand on fait voter sur la valeur métier des product owners, c'est incroyable comment sur leurs features à eux, sur leurs fonctionnalités à eux, ils mettent une note qui est largement supérieure à celle que mettent leurs camarades et avec quelle fougue ils sont capables de défendre leurs fonctionnalités à eux. Ça vient plus. Voilà, l'illusion de focalisation. C'est pour ça que dans Save, d'ailleurs, on met un product manager qui fédère un peu les product owners et qui prend une décision finale parce que c'est très dur de mettre d'accord deux product owners sur deux fonctionnalités, chacune étant la sienne, laquelle est la plus importante. Ils vont pulluler d'arguments. Et donc, il y a le dernier biais cognitif extrêmement important, c'est que très souvent, on nous apporte des données, des informations pour essayer de nous faire changer d'avis. Et il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a des fois des croyances préétablies et les informations qui nous ont présentées, on va prendre celles qui nous intéressent, on va écarter naturellement celles qui nous embêtent et on va confirmer nos croyances initiales. Ce qui fait que lorsqu'on dit une entreprise intelligente, c'est une entreprise pilotée par la data, faut faire attention parce que très souvent, on peut aussi, dans le traitement de la data, avoir tendance à inconsciemment écarter les données qui nous dérangent. Donc ça, c'est le biais de confirmation qui, pendant la crise du Covid, a été à l'origine de beaucoup de comportements étonnants. Je ne veux pas rentrer dans ce détail, parce que c'est pas notre... Mais si vous écoutez la vidéo de professeur Sibouni, vous l'avez en ligne, vous verrez que beaucoup d'erreurs, aussi bien de la foule que de personnes très haut placées, ont été explicables par la grille de lecture des biais cognitifs. Donc ces biais-là que j'ai mis en rouge sont ceux que tout de suite on va avoir dans le cas du métier. Et évidemment, vient la question, bah, si ce n'est pas conscient, comment je peux justement aller contre ça? Alors, il y a trois grands piliers, je dirais. Un, utiliser la collégialité et la contradiction. Ça, c'est un premier point. Deux, rigueur intellectuelle et factualisation. Trois méthodes. Et l'agilité là-dessus, l'intelligence collective et l'agilité vont être des grands piliers. Et à une condition, cette collégialité, justement, pour objectiver, ça va faire en sorte que, un,
c'est bien, mais c'est pas tout, parce qu'on a aussi le biais d'effet de groupe. Donc, pour aller contre ça, il faut ce qu'on appelle un système de prise de décision. Un système de prise de décision, il y a 3 grands piliers. Un, ce qu'on va appeler la contradiction recherchée. 2, des accords exprimés. Exprimer les désaccords, les lire, les comprendre, les exprimer et ne pas les laisser au niveau intuitif. Et 3, les incertitudes doivent être discutées. Très souvent, on sait qu'on a des incertitudes et on croit pouvoir traiter les incertitudes. Eh bien, attention, les incertitudes doivent être discutées et doivent être vraiment mises sur le tapis. Et avec ça, eh bien, on a la technique suivante. On prend 2 équipes, une à qui on va dire, vous allez démontrer que l'idée, la décision que je dois prendre, qui est donc finalement une décision entre 2 idées, vous allez démontrer que c'est une bonne idée. Deuxième équipe, vous allez démontrer que c'est une mauvaise, puis on écoute les deux. Et là, on peut même faire des jeux de rôle qu'on appelle détracteurs contre défenseurs. Et on écoute les deux, et puis c'est très amusant, mais en tout cas, chaque équipe va arriver avec les 2 phases, et là, on a peut-être une chance d'éviter les biais cognitifs. Il y a aussi un autre exercice qui s'appelle le pré-mortem. Tout le monde connaît le post-mortem. Là, c'est pré-mortem. C'est en gros, vous dites, bon, on va se lancer sur une grosse initiative. On va s'imaginer qu'on est dans 2 ans quand l'initiative, on va imaginer qu'on s'est planté. Et on va imaginer qu'on est déjà dans le futur et que c'est un gros échec. On va expliquer les raisons de l'échec. Et expliquer les raisons de l'échec et prendre des précautions pour ne pas y arriver va être une des meilleures façons d'éviter le biais cognitif, justement. Enfin, il y a ce qu'on appelle le test de la checklist. C'est qu'avant de prendre la décision, on va définir une checklist des points à vérifier pour s'assurer que c'est une bonne décision. Et ça, c'est un outil très puissant pour objectiver. J'en ai terminé. Il ne reste plus beaucoup de temps pour les questions, mais je suis à Louis. Je suis à l'écoute de vos questions, si vous en avez. Vous êtes là? Yes, est-ce que Yes. Mathilde, je voyais que tu parlais. Est-ce que tu as une question? Non, je disais oui en même temps que toi pour confirmer qu'on était encore là. D'accord. Et alors, vu qu'il reste une petite minute ou 2 petites minutes, on a vu un peu comment traiter ça en mission, mais comment traiter ça quand on est sur une place de parking et qu'on a une place qui se libère? Alors, il faut savoir qu'on a beau savoir, c'est vrai que en fait, avoir une bibliothèque d'exemples dans la tête, c'est un des meilleurs moyens de retrouver justement la situation, de réidentifier la situation. Là, vous voyez, le biais cognitif, il va avoir plusieurs façons de s'exprimer. Il faut savoir que le biais des coûts irrécupérables, par exemple, on trouve tout un tas d'exemples, perte de temps, perte de vie humaine, perte d'argent, qui sont donnés avec toutes les expériences. Bah, plus je vais en connaître, plus je vais vite rapidement arriver à un modèle connu pour ne pas tomber dedans. Ça va quelque part me préserver. Après, être conscient du biais cognitif, on a dit que ça ne préserve pas complètement, mais vous voyez que ça préserve plus que la moyenne. La moyenne des gens, en gros, 53% des gens tombent dans le mauvais week-end, mais les gens qui connaissent tombent un peu moins. Donc, le fait de le connaître nous préserve quand même un petit peu. Donc, connaître les biais cognitifs est une arme redoutable. Connaître la façon dont le biais cognitif peut s'exprimer par la palanquée des exemples et des expériences qui ont été faites va être aussi un moyen de finalement s'y retrouver. Avec un danger quand même qui s'appelle le biais de modèle mental connu, qui d'ailleurs était dans la crise du Covid un des écueils, c'est que attention de ne pas faire ressembler une situation nouvelle à une situation qu'on connaît déjà avec une illusion de déjà vu. Typiquement, en France et en Chine, on n'a pas traité de la même façon parce que d'un côté, il y avait la SRAS, de l'autre côté, il y avait la grippe porcine. Et globalement, chacun a traité le Covid à ses débuts un petit peu de la façon dont du modèle mental connu. Donc, fais attention de ne pas non plus tomber dans le piège de vouloir faire ressembler tout à n'importe quoi. Il faut vraiment essayer d'avoir un peu ces modèles clairs. Et c'est vrai, du coup, on est beaucoup moins. Mais vous voyez que moi, je connais bien le sujet, j'ai commencé à me planter et je m'en suis rendu compte en cours de route. Je ne sais même pas vous dire comment mon cerveau a fait volte-face et s'est rendu compte que j'étais en train de me planter. Mais en tout cas, voilà, je suis tombé dedans et je suis sorti au bon moment avant de faire l'erreur complète. Merci beaucoup, Charles, en tout cas. Est-ce que pour ceux qui veulent creuser ces biais cognitifs, tu avais donné un exemple de lecture. Il y a des formations aussi chez OnePoint que tu Alors, il y a une proposes. formation que je vais bientôt sortir qui s'appelle justement biais cognitif, décision efficace et agilité. Comment l'agilité, justement, les outils de l'agilité,
ils ont l'air d'avoir été faits pour lutter contre les biais cognitifs grâce à l'intelligence collective, grâce à la collégialité, grâce à l'objectivisation. On a d'ailleurs un atelier très puissant qu'on appelle le participatory budgeting, qui est un atelier où justement on va prendre plusieurs fiduciaires et on va essayer de créer cette collégialité pour éviter les biais cognitifs lorsqu'on va affecter de l'argent sur des initiatives ou sur des domaines. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je vais un peu insister en une demi-journée, une petite formation qui va aller plus loin. Sinon, sur Internet, vous tapez Olivier Sibony, biais cognitif, ou David Loapre, biais cognitif, et vous allez avoir plein de vidéos qui vous parlent du sujet avec les exemples et avec pas mal de théories aussi. Super. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Charles, pour ces explications de ce matin. Et merci à vous tous d'avoir participé à ce café. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain café. Bonne journée et très